Bien, nous allons débuter la troisième conférence de cette matinée consacrée à l'impression textile. L'impression textile, clé de voûte d'un sourcing qui se réinvente. Donc l'année 2020 a fait date dans le milieu de la mode et de l'habillement, avec un nombre croissant de marques qui se sont essayées à la production à la demande en France. Prise entre le recul des ventes, la chasse aux destructions d'invendus et l'aspiration à une consommation plus raisonnée, les marques ont en effet décidé de rebattre les cartes de leur politique d'approvisionnement. Alors, on n'est pas encore sur 70% du marché. Il y a encore beaucoup de textiles qui arrivent d'Asie, mais le mouvement est amorcé. Il est trop tôt, c'est certes, pour parler de réindustrialisation au sens propre, mais force est de constater qu'il y a un nouvel écosystème qui est en cours de construction. Et dans cet écosystème, l'impression textile a toute sa place. Pour en parler avec nous, 3 invités, puisque je dois excuser Monsieur Naturel, qui a été contrôlé positif au Covid et donc qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais on essaiera de relayer son message avec nos invités. Donc avec nous pour en parler donc, de ce mouvement de sourcing qui se réinvente dans le textile, nous accueillons Jean-Luc Barnet, bonjour, qui est directeur technique de la marque Petit Bateau. Jean-Michel Penchina, qui est cofondateur et dirigeant de Kebab Conseil et de la Maison au Bal, sa marque, et François Lebas, qui est Senior Sales Account Manager Industrial Market chez Epson. J'ai bien réussi. Alors, pour commencer, je vais vous proposer de prendre la direction de la belle ville de Troyes et de nous rendre au sein de l'usine historique de Petit Bateau où un atelier d'impression numérique a été installé il y a quelques mois avec l'objectif pour la marque de gagner en réactivité par rapport aux demandes du marché et donc de produire à la demande. Donc Jean-Luc, vous avez piloté cet investissement avec Jean-Marc Guimet, le directeur des opérations. Oui, tout à fait. Et donc, quels ont été, pour que tout le monde comprenne, les éléments qui ont motivé cet investissement et cette évolution finalement de votre business model? Alors au début, depuis quelques années déjà, on était, comme beaucoup, sur la réduction du time to market, bien évidemment. Et puis, on a reconstruit avec Jean-Marc également un plan stratégique pour notre site de Troyes. On a la chance d'être des industriels et de le rester, avec un site troyen qui est complètement intégré. On tricote, on teint, on confectionne, on coupe. Il nous manquait un maillon de la chaîne, c'était l'impression, puisqu'elle était essentiellement externalisée. On n'avait pas ce savoir-faire. C'était de l'impression en traditionnel, impression en au lover, conventionnel traditionnel, au cadre circulaire. Voilà. Ensuite, effectivement, on a commencé à se préoccuper en 2019 de la production à la demande, c'est-à-dire là vraiment de répondre très très vite au marché. Donc on a commencé essentiellement sur la partie aval, on va dire coupe, confection, en faisant le postulat d'avoir les matières au préalable, donc en prenant des risques sur les stocks matières bien évidemment, mais en contrepartie en gagnant énormément sur la réactivité de production, ce qui a été fait pendant déjà maintenant 4 saisons et ce qui marche bien. Mais on s'est vite rendu compte en particulier qu'au niveau des imprimés, qui sont quand même des matières par essence saisonnières avec beaucoup de renouvellement, il était difficile de prendre des risques. Et même risqué, c'est d'ailleurs la même chose en prod normale, c'est soit on en commande trop, il nous reste des matières sur les bras, soit on n'en commande pas assez, on loupe du chiffre d'affaires et donc de la marge également. Donc l'impression est devenue très vite une évidence. On a commencé dès fin 2019 à travailler le dossier, à se rapprocher de gens comme Epson. Et puis est arrivée la crise, bien évidemment, et là les choses se sont accélérées, finalement. Et aujourd'hui, voilà, l'outil est en place. Il fonctionne maintenant depuis le mois d'octobre dernier. Ça marche très bien. C'est plutôt que des bonnes surprises, que des bonnes nouvelles. On est vraiment content d'avoir fait le choix. Donc, François, peut-être tu peux juste nous présenter l'outil pour que les gens comprennent. Donc c'est une Mona Lisa. Peut-être nous préciser les encres, la rentabilité, voilà, c'est sa capacité de production pour répondre à une demande comme une marque Petit Bateau. Il y avait un choix à faire pour Petit Bateau. Chez Petit Bateau, il y a une démarche RSE très importante, très impliquante. Donc il y avait la possibilité pour imprimer sur du jersey coton de travailler soit avec des encres réactives, donc avec un système de fixe et lavé, ou avec des encres pigmentaires.
Vu que la durabilité chez Petit Bateau, on le voit, hein, c'est dans leur leitmotiv, hein, liberté, créativité, durabilité, il fallait pouvoir faire la bonne recette technique pour avoir des encres les moins consommatrices d'énergie et d'eau, avec la plus grande tenue. Et vu qu'ils font énormément de vêtements pour enfants, avoir un toucher qui soit agréable, parce que essayer en tant que père de famille de passer un body à un enfant, si jamais ça gratte, ça devient vite compliqué. Donc on est parti sur les encres pigmentaires, car elles nécessitent moins d'eau et moins d'énergie, et un process d'impression réduit. On n'est pas en fixe et lavé, ou derrière on va juste polymériser. Je vais faire passer des petites pièces imprimées en numérique, comme ça vous vous rendrez compte de ce qu'on dit. Donc on est parti sur une machine, vu les enjeux de production sur 16 têtes. Donc on va gagner en vitesse. Et particularité de Petit Bateau, c'est qu'il travaille qu'avec du jersey. Donc c'est une matière qu'il faut pouvoir maîtriser pour pas qu'il y ait de tension particulière. Donc c'est une Mona Lisa 16 têtes en encre pigmentaire et 8 couleurs. Et justement, donc, pour suivre ce sujet de l'impression numérique textile dans la mode, ça a longtemps été un sujet tabou parce que alors, les marques ne veulent pas en parler et puis il y avait des enjeux de qualité aussi dans l'impression. C'est une question que vous êtes éminemment, j'imagine, posée quand vous avez choisi l'impression numérique. Comment vous êtes allé tout de suite vers l'impression numérique, mais vous étiez confiant dans la qualité, vous avez fait beaucoup de tests parce que voilà, au niveau du choix de l'impression numérique, en termes de production à la demande, c'était à peu près une évidence, bien évidemment. On a gagné énormément en temps de développement et également en temps de production, donc ça c'est un atout incontournable. Vous pouvez nous donner des ordres de grandeur à peu près ? En temps de développement, on était plutôt à plus de 10 semaines, parce qu'il y avait tout un tas d'intermédiaires, graveurs de cadres, imprimeurs, mise au point des coloris, les différents allers-retours avec le style. Là, on est largement en dessous des 2 semaines. Hein. Et en production, c'est pas compliqué, étant donné que nous sommes intégrés, donc on a les outils de teinture à côté qui permettent de faire la préparation des imprimés et les post-traitements. Là, on fait le circuit complet en 1 semaine, donc c'est très important. Donc un des premiers aspects, c'était celui-là, bien évidemment. Et puis effectivement, après, l'aspect qualité qui, chez nous, est juste primordial. Il n'y avait absolument aucune concession à faire sur la qualité, bien au contraire. Essayer encore et toujours de l'améliorer. Et là, on a passé avec les équipes Epson, je dirais, de longues semaines, des mois, à faire des tests, à améliorer les processus de pré-traitement, de post-traitement, à essayer beaucoup de choses. Bon, c'était un peu, bien sûr, beaucoup de travail, mais on a la chance de part et d'autre d'avoir des chimistes, ce qui a facilité énormément les choses, quoi, finalement. Hein. Et ça, c'était vraiment très, très important. Hein. François l'a également évoqué, la particularité, alors qui n'est pas celle de Petit Bateau, beaucoup de gens font comme nous, c'est la maille. Contrairement au chêne et trame, qui est une matière qui se tient mieux, qui est un peu plus rigide, la maille, et surtout la nôtre, qui est très légère, s'étend beaucoup. Donc il y avait également à respecter des critères de stabilité des motifs, de stabilité de la matière après traitement. Et là aussi, on a fait beaucoup d'essais avec Epson et avec les constructeurs qui ont amené des matériels complémentaires à Epson pour l'engagement de la matière sur la machine et la sortie. Voilà. Donc un travail de longue haleine, beaucoup d'essais qui sont faits en période de Covid, donc à distance, donc pas facile non plus, mais une belle réussite, je crois. On a la chance d'avoir le site industriel qui est à Côme. Donc en période de Covid, on s'aperçoit que la proximité est vraiment un atout. Et puis les partenaires qui sont venus sur ce dossier, c'était vraiment pour vérifier qu'il n'y ait pas de cassure et pas de tension, génération de tension à l'entrée de la machine d'impression et aussi en sortie, voilà, au niveau du sécheur. Donc aujourd'hui, les premières collections, elles sont prévues, elles sont déjà sorties ? Oui, elles sont déjà sorties. Disons qu'on a pris, la première collection était déjà en route, donc on a dupliqué certains modèles qui avaient été développés en classique, puisqu'un des critères que nous avions lors des phases de test, c'était de recopier à l'identique ce qu'on savait faire en impression classique, donc avec toutes les difficultés qu'il y a eu à franchir, mais très bien. Donc on a commencé la production sur des collections en cours, et puis là on est vraiment sur du développement et des nouvelles collections. Ouais, on est à plus aujourd'hui
on a plus de 50 dessins qui ont déjà été développés et industrialisés sur la machine. C'est un beau défi aussi pour vos designers textiles, finalement. Tout à fait, ouais. Alors au début, on les avait un peu cantonnés dans ce qu'on avait l'habitude de faire, mais bien évidemment que l'un des intérêts essentiels de l'impression numérique, c'est d'ouvrir plus facilement le champ du possible. Hein, mais il faut faire attention au niveau des coûts, au niveau de beaucoup de choses quand même, malgré tout, mais c'est effectivement l'un des objectifs importants du projet. Et là, aujourd'hui, on sait que pour être pertinent en termes de prix, il faut être automatisé dans quel que soit le support qu'on imprime, hein, que ce soit le textile, le papier et tout ça. Comment ça s'est passé? Parce que vous avez un outil industriel historique, il y a 400 personnes qui travaillent dans votre entreprise, plus 200 intérimaires, je crois, à peu près, pour faire tourner cette belle machine. Vous avez créé un atelier d'impression numérique, mais comment ça se passe après? Comment on découpe? Ça s'est bien intégré, le changement dans l'entreprise? Le changement, oui, on découpait de toute façon en permanence et on confectionnait des imprimés depuis, historiquement, hein, depuis des dizaines d'années. Donc il n'y a pas eu. Mais là, ça va beaucoup plus vite. En fait, Oui, alors, donc on est en train d'adapter là, nos outils de découpe également, hein, puisqu'en fait on est dans une phase, un plan de modernisation de notre usine de Troyes, hein, sur différentes facettes. Donc l'impression numérique a été la première brique de cette modernisation, qui nous a permis d'ailleurs autour de l'outil d'impression de mettre des tas de choses, de faire rentrer des idées d'excellence opérationnelle, de lean, de toutes ces choses qui sont nécessaires à un fonctionnement efficace et réactif pour de la prod à la demande en particulier. Hein, donc on a construit ça et maintenant on continue de développer secteur par secteur nos investissements dans le but d'être toujours plus réactif, toujours plus pertinent et bien sûr compétitif. Hein, voilà. Donc on peut imaginer avoir des petites collections capsules, petits bateaux. Complètement. Voilà. Ouais. L'intérêt c'est ça aussi, hein, c'est qu'on peut... Une machine comme ça, on a besoin de 20 mètres, on fait 20 mètres, on a besoin de 1000 mètres, on en fait 1000. On n'est pas contraint avec des minimums de mise en œuvre qui souvent sont quand même assez importants, quoi. Surtout avec la loi sur les invendus qui ne peuvent plus être détruits. Alors nous, ça tombe bien, on n'a jamais détruit d'invendus, mais oui, effectivement, un des aspects importants au niveau des matières, c'est qu'on ne se retrouve pas... Il n'y a pas d'erreur de prévision, quoi. On s'adapte à la prévision qui, on le sait, par définition, est toujours un peu aléatoire. Et on s'adapte au dernier moment. Donc on n'a plus de matière supplémentaire. Et quand on a un besoin supplémentaire, on sait le relancer pour 100 mètres, 200 mètres. Et on ne perd pas de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très important. Merci. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour Monsieur Barnet à ce niveau de la conférence? Non, je continue. Très bien. Alors François, ça fait de nombreuses années qu'on parle du jet d'encre et de l'impression numérique sur ce salon et puis on le voit se développer et on a vraiment l'impression que le sujet, par le témoignage de M. Barnet, mais n'émerge vraiment que maintenant, enfin depuis quelques mois. Si sur les réseaux, les marques qui se lancent et qui parlent de local, de Made in France sont de plus en plus nombreuses. L'impression, évidemment, est souvent citée. Mais il reste qu'encore aujourd'hui, pour faire dire à une grande maison de luxe qu'elle imprime en impression numérique, ça reste très compliqué, alors qu'elles sont 80% à le faire, et qu'on le sait. Mais on n'aura pas de témoignage. Donc chez Epson, le tournant de l'impression textile, il remonte aux années 2000. Donc ça va faire, ça fait 22 ans. Est-ce que, donc, à la faveur, la question que je voulais te poser, d'une réflexion environnementale plus forte chez les donneurs d'ordre, un retour du local, on voit, et une forte croissance aussi des marchés, donc en termes de production à la demande, est-ce que finalement ce tabou est en train un peu de tomber, que la donne change? Et si oui, de quelle façon et quels sont les profils de ces nouveaux clients? Donc là, on en a un, mais il y en a beaucoup d'autres. On voit quels sont les profils de ces nouveaux clients qui n'ont pas peur d'aller dans l'impression numérique, qui sont convaincus par la qualité et la pertinence de cette solution. On peut classer les clients qui s'équipent en impression numérique aujourd'hui. Les textiliens. Alors un textilien, c'est type petit bateau. Ça veut dire qu'ils ont une expertise textile. Il leur manque un maillon. Ils ont la confection. Et le but, c'est de pouvoir intégrer la solution. Souvent, l'impression vient avec la confection. Ça veut dire que quand il y a relocalisation de la confection, il y a relocalisation aussi de l'impression. Donc, il y a ces experts du textile. Typiquement, moi, là, je porte une chemise Les Olivades. Voilà, typiquement, ils sont équipés en implémentaire. Et puis aussi, on va avoir des ateliers
qui se créent. C'est des personnes qui sont très sensibles au développement d'une slow fashion. Voilà, qui veulent vraiment travailler sur une mode différente. On est en train d'installer, par exemple, l'atelier Fertile, Fashion Green Hub, à Roubaix. Ils ont intégré la confection, ils ont intégré maintenant l'impression et la découpe. Donc, c'est faire des ateliers de proximité. Donc, à destination de designers, de marques. Exactement, tout pour à fait. amorcer le mouvement. Voilà, tout à fait. C'est un mouvement initié. Là, je vois, il y a Imode qui est là. Imode ont commencé en 2008 à faire ça sur Cholet. C'était un des précurseurs en France de ce type d'atelier genre Fab Lab. Oui. Très à l'écoute de tous les créateurs. Le nombre de marques explose. C'est un monde très vite. Moi, une marque récente, non? Voilà, Omar. Oui, on va découvrir. Il le porte très bien. Et on s'aperçoit que les process sont de plus en plus simples. Et ça, c'est vraiment un réel facteur facilitant. Je prends l'exemple de Petit Bateau, installation mi-juillet, le go pour lancer les productions au mois d'octobre. Oui, tout à fait. Et avec des équipes, en gardant l'effectif initial, donc des personnes qui ne connaissaient pas l'impression. Donc une forte adaptation. Oui, il n'y a plus cette peur que l'impression textile, on n'y arrivera pas parce que c'est trop technique. Au contraire, ça attire les jeunes. Oui. C'est un élément important aussi pour notre vieille industrie, d'arriver à recruter, d'arriver à attirer des compétences, donc c'est bien. Oui, c'est dynamisant. C'est dynamisant. Et la technologie des encres a aussi beaucoup évolué. Donc la plupart des ateliers qu'on équipe sont en encre pigmentaire, ce qui permet de pouvoir raccourcir le process et de simplifier le process de fabrication. Donc en pigmentaire, on imprime directement sur des matières On imprime naturelles. directement sur la matière et après derrière, il faut, pour avoir une durée de vie et un toucher, la passer dans une solution de finition. Mais on évite la partie fixée lavée. Donc évidemment, dès qu'on va travailler sur de la soie, sur de la laine, sur des soies coton, on va travailler en réactif ou en acide. Et dans ce cas-là, on va travailler en fixé lavé. La norme GOTS, Ecotex sont aussi des facteurs. Là, il y a Patrick Donc Naturel. c'est des normes qui montrent que le produit n'est pas toxique pour la peau. Et voilà. Par exemple, sur la soie, on était plutôt en acide. Et maintenant, on est plutôt en réactif. Parce que le réactif, les encres réactives chez nous sont GOTS. Des ateliers secrets type APF. Patrick Naturel n'est pas là. APF, c'est l'association des paralysés de France. Avec le confinement, ils ont commencé à faire des masques. Et donc, pour pouvoir pérenniser l'emploi de personnes en situation de handicap, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils se sont dit, pour pérenniser la confection, on va intégrer une solution d'impression. Voilà. Et ça marche très bien, puisque dans leur atelier Noisy-le-Sec, on voit passer des cartons de le slip français, d'Amar. Enfin, ils viennent chercher des productions précises. Exactement. Parce qu'il y a vraiment qu'en confection aussi. Exactement, parce qu'il y a la confection. Oui, c'est un duo un peu vertueux aujourd'hui, parce qu'imprimer, on peut acheter, mais si on ne sait pas confectionner, c'est le maillon faible, on va dire. Les deux sont vraiment liés, quoi. Et typiquement, APF, là, ils doublent leur atelier numérique d'impression, enfin, ils travaillent qu'en numérique, avec aussi du DTG, donc l'impression sur article, voilà, et puis aussi en sublimation. Oui, donc ils sont mordus à l'impression numérique. Oui. Voilà, et on est... Mais c'est 26 ateliers, je crois, répartis dans toute la France de confection. Voilà, donc c'est un marché important, et on s'aperçoit que plus il y a de marques, là, voilà, typiquement, on installe mi-juin sur Paris, Teinture de France. Voilà. Donc des textiliens qui ajoutent un maillon à leur système industriel. Oui, pour gagner en sécurité. Des jeunes marques qui se lancent via des plateformes et qui peut-être à terme peuvent investir. Et on a certains créateurs qui ont déjà investi, en Angleterre notamment. Tout à fait. Et l'impression à la demande. Ça veut dire qu'on a aussi un atelier comme Tissu Print, qui est basé sur Toulon, qui vend du tissu au mètre. Le confinement est passé par là. Approvisionnement de matière un peu compliqué, le coût du transport. Et de pouvoir imprimer directement est aussi un facteur clé de succès. Et là, on est vraiment à un point de bascule. On voit vraiment que ça... Enfin, en tout cas, si on se fie à l'image des communications, on voit vraiment un élan. Alors, on sait, 70% est encore arrive d'Asie, mais on n'est pas encore dans la réindustrialisation. Mais on voit un élan quand même d'un retour à des productions de plus en plus en France.
Oui, mais alors maintenant, je pense que la production numérique textile est marginale par rapport à la production conventionnelle. Mais si on regarde sur le salon, il y a beaucoup de personnes qui portent de l'imprimé. Oui. Donc ça veut dire aussi que les designers favorisent le développement de l'impression à la demande numérique. Oui, on peut personnaliser beaucoup de textiles. Exactement, tout à ouais. fait. Et la sublimation qui travaille sur du polyester démocratise aussi. Parce que le créateur, une solution sublimation, il y a plein d'endroits ici où vous pouvez en trouver. Le ticket moyen, ça va être 40 000, 50 000 euros, donc c'est assez abordable. Mais ça veut dire que ça vulgarise et ça rend accessible l'impression numérique. Et le créateur se dit, bah, c'est bien le polyester, mais pourquoi pas le faire sur du lin, sur du chanvre, sur du coton. Et donc, on a des ateliers qui migrent, qui étaient des ateliers plutôt polyester, sublimation, et qui passent vers l'impression numérique, pigmentaire. Et des ateliers conventionnels qui s'équipent aussi en numérique. Oui. Ce qui est un peu le sens qu'on voit un petit peu partout. Exactement, oui. C'est tout à fait. C'est plus tabou. Oui. Jean-Michel, alors, tu es consultant expert en impression numérique textile. Ça, c'est Kibop Conseil. Et en septembre 2020, face à une activité ralentie, tu décides de passer de l'autre côté de la barrière, je ne me trompe pas, et de te frotter à l'exercice de la création d'une marque. Oui. Alors au début, c'est pensé comme un petit laboratoire, tu imagines le projet, donc ce sont des masques au début. Ce sont des masques, oui. Oui. La première marque voit le jour, 100% made in France, voire made in Alsace. Quasi. À part la barrette qui était à part la barrette, Paris. voilà. Et ensuite, donc cette marque évolue, elle se transforme, elle devient la Maison Obal qui produit le t-shirt que tu portes entre autres et qui a un catalogue étoffé de création textile. Alors, d'un laboratoire pour mieux conseiller tes clients, et c'est devenu une marque. Quel est l'enseignement, les enseignements que tu tires de cette première aventure industrielle par rapport à ce qu'on a dit, la maturité du marché, l'évolution et la démocratisation, on va dire, de cette impression textile avec le Made in France? Tu as 2 heures. J'ai 2 heures, c'est parfait. Alors, un enseignement, tout de suite, là, je ne sais pas. En revanche, il était évident pour moi, en créant cette marque, qu'il fallait aller vers le Made in France. En fait, c'était une période compliquée. Il y a des entreprises qui étaient en difficulté et je me suis dit, en lançant ça avec ma collaboratrice, il faut qu'on arrive à faire travailler des gens proches de nous, qui sont aujourd'hui en peine. Et on va évidemment faire du Made in France, parce que de faire des masques qui viennent d'on ne sait où, ça n'a aucun intérêt. En revanche, on a la capacité, en tout cas moi j'ai la connaissance des fournisseurs, j'ai la connaissance du marché, j'ai la connaissance des imprimeurs. Il faut le faire comme ça. Il faut faire travailler des copains qui sont à côté, il faut trouver des tissus qui sont... En fait, moi j'adhère au pôle textile Alsace, donc j'ai eu des facilités à trouver ces choses-là. Et puis effectivement, j'ai pu trouver des tissus, j'ai pu trouver des élastiques, j'ai presque trouvé des barrettes. Bref, mais ça prenait ce sens-là et de me dire, il faut faire du local, il faut faire du Made in France. Et en lançant la marque, j'ai pris conscience de l'importance de faire ça comme ça. Ça facilite pas les choses parce qu'il est... En fait, le modèle, je vais faire court, mais... Mon associé, on a démarré, on s'est contacté la première fois en septembre 2020. On a dit le 1er octobre 2020, on lance une marque. Dans un mois, on a notre première commande. Ça a mis 6 semaines. Mais on est parti de zéro, on a fait ça comme ça. En fait, la difficulté, c'est vraiment de se dire il faut aller... il faut faire du sourcing français. Et aujourd'hui, c'est facile et pas, je trouve. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas encore prêts à cette demande? Alors, non, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de faire des produits qui soient accessibles. En fait, il y a notamment une question de prix. Et le prix aujourd'hui est un frein au Made in France, en tout cas de mon point de vue. J'essaie notamment sur le t-shirt. C'est un super produit. C'est un produit qui est une voie d'expression super sympa. Le concept de Maison Obal, en fait, c'est de travailler avec des artistes et de faire des collaborations d'artistes. Et c'est un vecteur qui est vraiment intéressant. En revanche, on arrive à
on est forcément cher sur ces produits-là. Et donc l'enjeu pour moi, c'était vraiment de trouver quelque chose de contenu, alors en acceptant aussi d'avoir des marges réduites. Et en fait, c'est là, dans les enseignements, tout compte fait, ils sont plutôt de ce côté-là, quoi. C'est plutôt de prendre conscience que de faire du Made in France, c'est vraiment un engagement. C'est pas juste je vends, c'est s'engager là-dedans. Et je pense que c'est ça qui est important, ouais, vraiment. Et c'est de se dire, je suis prêt aussi à faire un effort sur ma marge, toute proportion gardée, parce qu'il ne faut pas que ça coûte des sous, il faut quand même essayer d'en gagner un peu, c'est le principe. Mais c'est d'accepter ça aussi. Notamment sur le t-shirt, oui, alors on essaye d'être responsable, on fait travailler, alors on n'est pas avec APF aujourd'hui, même si c'est une idée de développement. Je suis avec une entreprise qui s'appelle Itac, qui fait de l'insertion aussi, qui est à Roanne. Le t-shirt, il est tricoté, confectionné à Roanne, et après j'ai des imprimeurs avec lesquels je travaille. Mais il y a vraiment du sens à aller vers ces choses-là. Oui, il y a tout un écosystème, et je voudrais revenir sur la notion de prix. Alors peut-être que Monsieur Bernet, vous pouvez aussi répondre, mais qu'est-ce qu'on met aujourd'hui derrière le prix quand on fait du Made in France, tout ça? Parce qu'on n'a plus ce problème d'invendu, on produit à l'allemande, on n'a plus de problème de fret, de faire venir des collections d'ici ou là. Donc ça redistribue un peu les cartes. La production à la demande, c'est un élément du payback quand même. Oui, complètement. Ça change les données d'une façon assez importante, puisqu'on ne raisonne plus uniquement, comme on l'a fait historiquement, sur des prix de revient, on va dire, industriels, mais sur des coûts complets qui vont intégrer tout ce que vous venez de dire. Et ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le bon produit au bon moment, pas perdre de chiffre d'affaires, pas perdre de marge, parce que quand on parle de marge, on peut en perdre si le produit arrive trop tard et qu'il est soldé, etc. Donc c'est un concept global. Il faut vraiment bien tout mesurer pour en mesurer vraiment tout le bénéfice, quoi. Et Jean-Michel, avec les partenaires, les entreprises que tu peux conseiller par ailleurs, est-ce que ça les a amenés, je me souviens de l'imprimeur qui a imprimé les masques un peu à la demande, qui n'était pas du tout sur cette impression à la demande qui arrivait d'un flux Internet en plus. Est-ce que ça l'a fait mûrir aussi dans sa réflexion et qu'il voit cette évolution du marché? Est-ce qu'il a investi dans une solution d'impression numérique où il se dit oui, il y a quelque chose effectivement. En plus, c'est vertueux puisque je vais produire avec le pôle textile ASA, c'est très dynamique. Est-ce que voilà, la réflexion aussi au niveau industriel, là on a vu des marques textilières, mais au niveau de nos imprimeurs, elle est en marche, ceux que tu accompagnes, et comment est-ce qu'elle s'incarne? Parce que ce sourcing qui se réinvente, il faut quand même trouver les bonnes entreprises capables d'y répondre. Alors c'est pas si simple aujourd'hui de faire de l'impression à la demande. Évidemment, c'était le concept de la marque. C'est puisqu'on s'adresse aux particuliers et qu'on fait des collections, évidemment, on ne pouvait pas faire de stock. C'est trop périlleux. Il se trouve que c'était des copains avec qui j'ai travaillé au départ, donc je les ai un peu forcés à me dire allez, on fait du gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, tout compte fait dans un système industriel, c'est pas si simple d'intégrer de l'impression à la demande, de dire je peux répondre à une commande de 3 pièces ou à une commande de 100 pièces. Quoi. Et d'accepter de rentrer ça dans son flux de production, c'est pas si simple. Alors j'ai interrogé quand même pas mal d'imprimeurs. Alors là, notamment sur le t-shirt, même s'il y a beaucoup de gens qui font de l'impression à la demande, mais quand on veut s'adresser à un faiseur local, qui lui il préfère évidemment prendre des commandes un peu plus conséquentes parce qu'il fait tourner sa machine. Quand on lui dit salut, je viens et peut-être je te demande 3 pièces ou peut-être je t'en demande 10 ou peut-être je t'en demande 100, il est plus réticent. Oui, on a des réflexes, on nourrit sa machine quand on doit faire un investissement. C'est ça. Mais et moi, là, aujourd'hui, de mon côté, marque textile, je m'aperçois que c'est sans doute le modèle de presque aujourd'hui. Parce que, alors, quand on fait du Made in France, c'est compliqué d'avoir des intermédiaires, c'est compliqué de passer par une boutique, et en même temps, on ne peut pas jeter. Quoi. Alors, en plus, on va bientôt plus avoir le droit de le faire, il n'y a plus d'invendus, il n'y a plus de... En fait, ce modèle-là, pour moi, il est en devenir et il faut que les industriels, les petites entreprises et les grosses, elles se préparent à ça, voire même qu'elles y aillent maintenant, parce que il y a de plus en plus de petites marques, il y a de plus en plus de petits créateurs qui ont envie de faire leurs choses, mais qui sont freinés justement par ce manque de souplesse de l'industriel. Produire juste
la Ouais. juste quantité. De produire la juste quantité et aussi de le faire dans un délai qui est le délai d'aujourd'hui, quoi. À savoir, il faut répondre vite. Et c'est pas parce qu'on est un petit créateur qu'il va falloir attendre 3 semaines pour avoir ces 10 mètres d'imprimés. Il faut pouvoir les avoir dans les 5 jours, quoi. Donc, les plateformes telles que, j'ai oublié son nom, le plateau fertile, voilà. C'est aussi une solution finalement. Ils peuvent mutualiser des outils de production pour répondre à ces demandes et peut-être après une marque pourra investir, parce que les marques investissent aussi. Oui, et puis par exemple le fonctionnement d'ateliers agiles, ça s'est financé aussi par des financements d'entreprises. Typiquement, Tissage de Charlieu, Le Mailleux, ID Kids, Blanche Porte, qui ont acheté des heures de production. Parce qu'ils ont besoin aussi de pouvoir imprimer. Jean-Michel le dit bien, c'est-à-dire que imprimer, rentrer dans un flux de production, alors là je pense qu'un flux de production petit bateau, c'est un flux industriel. Mais pour un imprimeur qui se lance, ça veut dire qu'intégrer 3 mètres, 100 fois 3 mètres, ou 3000 mètres, c'est une gestion assez particulière. Oui, Donc, ça veut dire que rebat les cartes de ce qu'on faisait avant. Voilà, Oui, donc ça veut dire que ça a besoin de conseils, ça a besoin aussi de pouvoir changer des habitudes, mais aussi aux consommateurs d'accepter d'avoir un délai, d'avoir l'impression à la demande. C'est aussi, souvent ça peut être lié, on voit, il y a beaucoup de créateurs qui fonctionnent comme ça, du participatif. Donc il faut que le consommateur soit prêt à attendre son produit. On ne peut pas forcément avoir du Made in France et puis que tous les produits soient en stock. C'est aussi un changement de façon de consommer. En fait. De consommer. Tout comme c'est un changement de façon de produire. Et les deux sont liés. Vu qu'on veut faire le lien entre la production et la consommation, il faut qu'il y ait vraiment une passerelle et que tout le monde soit impliqué. Justement, sur cette évolution du secteur qui est en cours, en fait, l'écosystème se construit et tout ça, c'est chez Petit Bateau, vous avez une unité de production à Troyes, mais vous avez aussi 2 usines au Maroc et en Tunisie qui font que de la confection. Coupe-confection, oui. Est-ce que finalement, un jour, elles vont aussi intégrer l'impression pour... c'est une piste, en fait, c'est... En termes de réactivité, ça pourrait Oui. l'être, bien évidemment. Si on parle de RSE aussi, éviter d'envoyer d'envoyer des matières c'est qui ça. finalement ne seront pas utilisées, etc. Autant les imprimer au dernier moment, ça c'est sûr. Donc le Mais modèle c'est peut vrai, s'aimer, quand on oui. parle de production à la demande, donc il y a des petites séries, comme vous l'avez évoqué, mais chez nous, c'est pas que des petites séries, ça peut être aussi des centaines de pièces chaque semaine, mais qui sont faites dans les bonnes tailles, dans les bons coloris, pile au bon moment, quoi. Donc c'est ça aussi, la flexibilité et l'adaptabilité de l'ensemble de l'outil de production. Oui, en fonction de conditions météo, en Voilà. fonction de plein de Et, choses. et effectivement, on a plutôt la chance d'avoir quand même des volumes intéressants chez Petit Bateau. C'est clair. Aujourd'hui, François, sur le terrain, justement, il y a cette... tu sens chez les imprimeurs textiles cette volonté d'aller... enfin, les difficultés, mais d'aller vers cette personnalisation, justement, et cette production à la demande, ou il y a encore une frilosité à ce niveau-là? C'est plus les industriels qui basculent? Il y a les industriels basculent et puis de nouveaux ateliers qui se créent. Qui, eux, n'ont pas d'historique. Qui n'ont pas d'historique, qui n'ont pas d'a priori. Les investissements textiles sont des investissements assez lourds. Donc des ateliers qui partent de zéro, oui, il y en a de plus en plus. Et il y aura de plus en plus d'ateliers de production, petites, moyennes, importantes, qui vont être localisés sur tout le territoire. Je pense qu'il y a il y aura toujours de la fast fashion, mais il y aura toujours aussi besoin de produire à proximité. Donc oui, il y a à la fois il y a des industriels, il y a des ennoblisseurs, il y a des textiliens, mais il y a aussi des ateliers qui passent d'un métier à l'autre. Et typiquement, Cprint, c'est la vitrine. Le nombre d'ateliers qui sont passés,
la décoration de véhicules à l'impression sublimation et de la sublimation partir à de l'impression au mètre sur du coton. C'est pas fondamentalement différent. Donc ça se développe de plus en plus, oui. La personnalisation sur l'objet, c'est la même technique d'imprimer un mug ou d'imprimer sur du polyester. Et imprimer sur du polyester et imprimer sur du coton, c'est pas si éloigné que ça. Donc il y a vraiment une convergence des métiers. Je pense que pour Kebop, dans ton rôle de consultant, tu accompagnes des entreprises qui passent d'un métier à l'autre. Oui. Oui, bien sûr. Alors, je voulais rebondir là-dessus sur la marque Maison Obal, et où aujourd'hui le questionnement ça a été mon questionnement, et je pense que c'est le questionnement de pas mal de marques à un moment donné aussi, pour maîtriser le process et pour être plus confort en termes de marge, c'est aussi d'intégrer une unité de production, ce qu'on a fait. J'étais venu vous rendre visite notamment pour ça, et c'est un questionnement vraiment, d'autant plus que aujourd'hui on est capable de faire, on a des outils de production qui sont abordables, qui sont, pour avoir vécu un peu l'historique du numérique, du textile numérique, enfin avoir vu ces choses progresser, aujourd'hui on a une faisabilité beaucoup plus grande qu'il y a 15 ans. Et donc oui, de se poser cette question, ça a du sens. Et puis alors, ça va vraiment aussi dans le sens du Made in France, à se dire, ben voilà, si mon volume de vente me permet peut-être d'intégrer une machine, ça veut dire aussi que je peux embaucher quelqu'un, que je peux faire travailler quelqu'un et contribuer à relocaliser. Ouais, voilà. Un dernier mot sur justement ce qu'on appelle la réindustrialisation textile, même si c'est un grand mot aujourd'hui par rapport aux quantités. Vous, tous les trois, vous voyez vraiment ce phénomène où ça va rester cantonné à un certain pourcentage du marché, et où on voit vraiment des ateliers qui vont pouvoir ramener la confection, pas forcément telle qu'on l'a connue, la fast fashion va continuer à exister, mais est-ce qu'il y a quand même un phénomène plus vertueux qui feront que les prix sûrement du Made in France vont bouger, que les niveaux de marge qui peuvent être des fois marketing vont aussi bouger? Qu'en pensez-vous? Je pense que ça dépend de nous, consommateurs, déjà. Oui, ça oui. Moi, je fais souvent le lien entre l'alimentation et le textile. Voilà. Le bio, on en trouve partout maintenant. On a le choix. Acheter du Made in France, il y a plein d'entreprises, il y a plein de marques qui se lancent. Des marques qui font produire. Il faut les accompagner, il faut les aider. Il y en a à tous les prix. C'est un enjeu de survie aussi pour certaines marques, peut-être. Leurs consommateurs ne veulent plus, ou on n'en est pas encore là. Si on associe les notions de durabilité des produits avec le Made in France, oui, ça peut marcher, oui, effectivement. Parce que la notion du prix qu'on met dans le produit, elle se valorise différemment, quoi, finalement. C'est consommer mieux. Je pense que c'est important. En tout cas, aujourd'hui, ça devient possible. Oui. C'est accessible pour celui qui fabrique. C'est encore un peu moins accessible pour l'utilisateur final, pour le consommateur final, parce qu'on est sur des produits quand même assez chers. Mais aujourd'hui, c'est possible. On peut aussi bien, même sur le grand format, à vrai dire, pour étendre un peu. On a des marques ici qui proposent du produit recyclé, qui proposent des choses fabriquées en France. On y arrive. Oui, on est sur le consommer moins, mieux, et plus durable et plus local, que ce soit tous les secteurs. Oui. Et les filières se reconstituent quand on voit le lin, par exemple, en France, ou la demande naissance pour le chanvre. Oui. Donc c'est pas juste un effet de mode, c'est long, mais, oui. Mais c'est une tendance. Rendez-vous l'année prochaine pour écrire la suite de cette histoire. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos trois invités? Donc, je rappelle, Jean-Luc Barnet, directeur technique de Petit Bateau, François Lebas de chez Epson et Jean-Michel Penchina de Kebop Conseil et de la Maison Obal. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, merci beaucoup. Merci. Très bonne continuation sur le salon, très bonne journée. Merci à toi. Merci. Merci Cécile.